nous allons passer aux questions que je vais dérouler, mais avant de parler donc des questions, je m'adresse à tous les intervenants pour les remercier au nom donc des messages que nous avons reçus. Donc, c'est des messages qui reprennent justement le besoin justement de partage, de communication et toujours ces remerciements qui sont adressés donc aux intervenants au fur et à mesure. Il y a également des questions que j'ai pu noter. Alors, si donc je reprends les questions donc, que GP l'a enregistrées et auxquelles nous pouvons donc essayer d'apporter des réponses. Alors, la première question, c'est elle qui va s'orienter vers le middle management, vers les équipes d'encadrement et de formation. Et pour dire que si le top management de l'entreprise ou la gouvernance de l'entreprise, est-ce qu'elle prend le temps nécessaire pour justement passer ou faire passer à ce middle management, à ces encadrants intermédiaires pour que justement il soit ce relais, donc ce tampon de compétences, ce tampon de changement et dans lequel cas donc ils peuvent justement constituer cette arrière-phase pour le maintien et la préservation de ces compétences. Ça, c'est la première question. Donc, je vous passerai la parole au fur et à mesure, une fois que j'aurai défilé les quelques questions. La deuxième, c'est une question pertinente, c'est qu'elle soulève la dimension de l'économie de la sagesse ou l'économie des valeurs. Ben, ça veut dire que aujourd'hui on a habitude donc dans les cursus d'enseignement de se pencher vers les notes par rapport aux différents niveaux d'assimilation, de niveau donc d'apprentissage. Mais est-ce que aujourd'hui les valeurs incarnées par les personnes, ces valeurs de partage, ces valeurs d'écoute, ces valeurs justement de tolérance, ces valeurs donc que peuvent être portées par les personnes, est-ce qu'on peut aller à un niveau où ils doivent être mis en relief pour le choix, pour le recrutement et pour justement la prise en compte de ces compétences dont on a besoin? La troisième question, là j'espère que Kauter prendra la note parce qu'elle est directement désignée, c'est que l'interrogation, c'est lorsqu'on parle du client roi. Donc, est-ce que peut-être ce roi client qui doit être ménagé et à un moment donné, on voudrait l'intégrer dans cette chaîne de valeur? Donc, comment on peut justement répondre dans cet aspect où vous vous orientez vers justement l'implication de ce client dans la co-création de valeur? Est-ce que c'est une chose qui peut être revue en termes de discussion? Et le dernier point, c'est un point qui revient sur la sémantique pour essayer d'approcher la dimension de la compétence au profil et comment donc on peut faire ce rapprochement. La même chose lorsqu'on parle de solutions et de valeurs attendues. Donc là, je fais un peu l'inverse de l'approche, si vous me le permettez. Donc, je reviens vers Anne-Marie qui est tout fraîchement donc, dans cette discussion pour voir s'il y a des points sur lesquels tu peux revenir et pour que je puisse justement faire le retour en arrière pour poser les questions ou les mêmes questions aux intervenants. Merci Tariq et merci de la richesse des questions sur tout ça. Moi, j'aurais tendance à réagir effectivement sur la question de la sémantique. Ça a l'air idiot, mais c'est extrêmement important. Et sur la façon dont on envisage, globalement, dont on envisage les mots et dont on désigne les choses, et dont on peut aussi, pardon, sortir du cadre. C'est-à-dire que moi, ce qui me frappe, quand vous regardez, quand on fait finalement, moi, depuis plusieurs années, une veille documentaire, notamment sur ces dimensions à la fois d'attente en management, de middle management et autres, c'est que vraiment les mots bougent. Et je veux dire, encore une fois, avec l'expérience, par exemple, sur ces questions de compétences, je pense que là,
en formation, par exemple, l'expérience de formatrice que je peux avoir, on a souvent dans les structures une très grosse difficulté à faire comprendre et à faire saisir la différence entre le statut, je veux dire, ce qui est donné par une définition de fonction et qui donne, j'allais dire, une forme de pouvoir statutaire ou pas, entre la fonction et qui est là par rapport à l'opérationnel, et la dernière dimension qui me paraît à l'heure actuelle, depuis plus de 10-15 ans, absolument essentielle, et qui est celle de rôle. Et on a, très globalement, je dirais, autour de ces questions de compétences, on a un grand flou et quelquefois un vécu qui n'est pas du tout simple et qui est encore moins simple, je pense, pour le middle management dont vous parlez là tout à l'heure, et qui est comment avoir, ça c'est quand même les 20 dernières années, hein, mais comment avoir simultanément à la fois un fonctionnement hiérarchique et un fonctionnement par projet. Et on sent, là, on a souvent des gens qui sont totalement écartelés entre l'un et l'autre. Et l'une des suggestions, alors je n'ai pas de réponse à ça, mais l'une des suggestions que je vous faisais, et je pense que quand vous voyez, vous prenez un peu le recul et vous regardez ce que sont les fonctionnements, et notamment les fonctionnements économiques des structures et globalement des entreprises, je pense qu'elles trouvent une réponse à ça, notamment en externalisant ou en faisant appel à une forme de sous-traitance ou de co-traitance qui leur permet, encore une fois, je pense, d'anticiper sur ce que sera peut-être un modèle dans 5-10 ans, hein, mais qui sera un modèle lié justement à des compétences et pas à des emplois. Et ça, on voit bien, globalement, et je pense qu'il y a des choses très positives qui peuvent aller de ce côté-là. On voit très bien, par exemple, si vous faites un peu de sociologie par le passé, c'est qu'un type de terme qui avait été, j'allais dire, complètement oublié, voire vilipendé, c'était le terme de métier. Or, on sait, que quand on fait parler les personnes au travail, la motivation sur leur métier est beaucoup plus forte, que ça elle est plus ancestrale. Alors elle est peut-être plus artisanale, plus tout ce qu'on veut et autres, mais elle est tout à fait forte et elle permet justement d'être attachée, je dirais, à la fois à des valeurs et à des compétences et à des coopérations. Et donc là, ces questions sémantiques je ne sais pas si j'ai répondu à ta question, mais que vous posez, elles sont très importantes parce qu'elles permettent quelque part un vécu différent. Et là où, alors pardon, mais de temps en temps, j'adore les RH, mais de temps en temps, je m'engueule un peu avec, c'est que les formats qui étaient bien utiles, j'allais dire à une époque, de GPEC, de définition de fonction, de répertoire, de machin et autres, on a maintenant des activités qui sont en train de déborder complètement sur le terrain. De la même façon, les startups, par exemple, pourquoi est-ce qu'on voit, un truc qui m'étonne beaucoup, c'est pourquoi les très grosses structures font appel, soit en co-traitance, soit après les rachètent, à des startups. C'est aussi parce que, sans doute, dans le fonctionnement de ces toutes petites structures qui sont finalement assez artisanales, la créativité et le fait de ne pas être dans un moule ou un autre permet d'aller dans ce sens-là. Donc voilà, je rebondissais sur sémantique peut-être un peu longuement, pardon Tariq, mais c'est important de laisser une liberté autour de ça parce que les choses se créent. Merci Anne-Marie. J'ai beaucoup apprécié le fait que tu as soulevé. Pardon, tu peux éteindre ton micro. Voilà. Alors, je disais que merci le fait que tu as soulevé cette notion de rôle et juste après, tu as donné les deux sens qui, dans les normes, ont été également reportés. C'est cette notion de responsabilité d'un côté et la notion justement d'autorité. Et tu l'as exprimé avec les deux autres termes en étant le management par projet d'un côté et justement l'hiérarchie qui incarne cette notion d'autorité. Donc c'est un duo et qui regroupe cette notion de rôle qui est reprise et parfois les gens ils font la confusion entre bien sûr la combinaison entre rôle et responsabilité alors que en fait la responsabilité c'est une facette du rôle combinée bien sûr aux autorités qu'on peut accorder à la personne pour pouvoir s'enquérir de cette responsabilité. Président, je ne sais pas si il y a toujours le président Jacques Beauvais, est-ce qu'il est avec nous? Oui, il est avec nous, il est dans la place. Voilà.
Donc, en attendant que vous changez de place, Mariana, tu peux réagir et comme ça, dans le silence, on va passer la transition des places. Mariana, à toi la parole si tu veux donc intervenir sur les questions ou un complément. Ah oui, mais je ne peux pas voir les deux là. Vous m'entendez? Oui. Ah, super. Moi, ce que ça m'inspire, c'est que c'est la surcharge de travail, la surcharge cognitive. Beaucoup de femmes y ont été confrontées pendant la crise Covid. Chez Orange, on a été très, très, très protecteurs. On a permis le télétravail de manière massive. On a demandé justement pour protéger ces personnes-là d'instaurer un management très bienveillant, d'alléger la charge de travail. Et donc, oui, on avait une grande conscience de ce risque-là. Mais de manière plus globale, ce que je constate en écoutant mes confrères à droite, à gauche et en observant un tout petit peu le monde du travail actuellement, j'ai vraiment le sentiment, comme vous l'avez décrit il y a quelques secondes, qu'on a une perte de spécificité des tâches des uns et des autres et qu'on devient pluripotentiel. Et avec ça, eh bien, c'est une perte paradoxale de compétences parce que on est censé tout savoir faire et puis en fait finalement on ne fait plus forcément tout si bien que ça, voire on oublie ce qu'on avait su maîtriser. Donc d'où éventuellement l'appel à des compétences extérieures. Alors peut-être que c'est aussi un message très positif, ça veut dire que il faut savoir être petite structure et très spécialisée à côté d'autres entreprises plus généralisantes, on va dire ça comme ça. Merci. Donc, avant de donner la parole à Jacques Beauvais, je saisis également l'occasion de soulever la notion de compétences territoriales et de compétences en termes donc de, voilà, c'est le domaine ou le champ dans lequel une personne peut agir, comment on peut la rapprocher par rapport à cette notion intériorisée de compétences. Donc, je vous passe la parole, Jacques Beauvais. Je crois qu'on a parlé de perte de compétences avec deux orientations distinctes. L'une, c'est de quoi l'entreprise ou l'entité a-t-elle besoin pour ne pas péricliter. Et là, il y a un besoin essentiel pour l'entreprise, c'est de ne pas disparaître. Il faut qu'elle vive et donc elle trouve les moyens pour continuer à vivre au profit d'elle-même, bien sûr, mais aussi d'autres. Et puis, il y a la perte de compétences vue par les salariés, si je puis dire, qui ont besoin de s'adapter à un travail qui prend des formes nouvelles. Et comment accompagne-t-on cette évolution? La plupart d'interventions étaient positionnées là-dessus. La mienne s'est positionnée sur voilà l'entreprise dont elle a besoin parce qu'elle veut survivre. Et j'ai mis en évidence, moi, les problèmes de compétences de sûreté. Bon. Mais il est vrai que l'autre partie, la plus importante du débat que nous avons eu, était les individus qui sont dans une organisation, comment peuvent-ils faire évoluer leurs compétences? Et là, vous avez fait un appel à la responsabilité. La responsabilité, elle existe bien, simplement elle prend des formes très diverses et des formes plus ou moins accentuées. Donc il est bon d'en parler pour essayer de voir comment faire mieux, pour essayer que les individus soient le plus protégés possible, ce qui est évidemment un but de responsabilité très noble. Bon, voilà, je m'arrête là. Merci, Jacques Beauvais. Je pose la question maintenant à Kautar par rapport à ce point qui a été soulevé comme étant cette co-créativité que vous voulez entamer dans la création de valeur ou cette co-création de valeur avec votre client qui, ma foi, est désigné comme étant donc dans le jargon, je dirais un petit peu du branding commercial, qui est un client roi. Comment vous voulez le faire travailler ou vous êtes sans sujet dans lequel cas vous répondez à son besoin. Alors comment c'est géré dans ce cas-là?
En fait, il faut savoir en premier temps que la co-création de valeur et la mobilisation des compétences du client dans un processus co-créatif comme la co-création de valeur ne donne en aucun cas l'impression à ce consommateur qu'il est roi. Parce que, en fait, je reviens vers la notion de responsabilisation. Et là, on parle de responsabilisation du client, c'est-à-dire en anglophone, l'empowerment du consommateur. Et donc là, il doit savoir, en fait, qu'il partage les valeurs de la réussite de cette opération, mais aussi il doit partager les risques et les conséquences au cas où cette co-créativité n'aboutit à rien. Parce qu'il faut savoir une chose, c'est que parfois les clients, c'est vrai qu'ils sont compétents, ils sont dotés de quelques compétences et ressources, mais parfois ils ne savent pas comment les mobiliser eux-mêmes. Donc, ici, l'intérêt de l'entreprise, c'est de lui faire fournir des outils à travers lesquels ce client il peut être conscient de ses propres ressources et bien évidemment les mobiliser dans ce processus. Et donc, pour justement avoir des co-créer, je dirais. Et est-ce qu'on peut faire une certaine analogie avec la dimension de l'expérience client? Est-ce que cette co-créativité, effectivement, peut enrichir ou peut être justement un levier pour cet enrichissement justement de cette expérience client? Bien sûr, en fait, la co-création est là pour s'inviter d'améliorer l'expérience du client participant. Ici, dans un cadre médical, le patient, quand il entre en interaction avec les acteurs de la santé et qu'il fait en fait état de ses besoins, de ses désirs, mais aussi le fait qu'il soit à la fois conscient de ses propres capacités, c'est-à-dire qu'il sait très bien de quoi il s'agit par rapport à son état de santé, par exemple. Et donc, cette co-créativité va améliorer le regard de ce client vis-à-vis de son expérience totale. Merci de m'avoir renvoyé à l'ascenseur et vous avez mieux expliqué que moi donc ce binôme patient-médecin. C'est Axas. Est-ce que vous avez donc un mot par rapport à ces aspects qui ont été soulevés? Il y a un problème du micro, on ne vous entend pas. Oui, c'est Saïd. Bon, je n'ai pas de commentaire. Je n'ai pas de commentaire à ajouter. Merci pour cette approche sage. Ça a été soulevé tout à l'heure, la notion de valeur, de la notion donc de ne pas parler quand on voit qu'il y a des réponses qui ont été faites et tout est en votre honneur. Tout était dit, oui, c'est ça. Parfait, merci beaucoup. Alors, Anne-Marie, donc je ne peux pas justement me permettre de faire la clôture sans te faire c'est-à-dire parler. Et du moment que peut-être Monsieur le Président, il s'excuse toujours parce qu'il a été pris, donc là également, ça sera la clôture de l'événement. Et dans ce cas-là, voilà, donc sur ce, de mon côté, je remercie tous les participants. Je remercie notamment l'Université Mohamed VI des sciences de la santé. Je remercie également les différents départements qui ont bien voulu donc contribuer à la réussite de cet événement, la contribution directe et l'engagement justement des différents acteurs de la communication, les acteurs de système d'information, notamment c'est Hicham pour son apport. Il y a également Madame Melou qui cheville ouvrière et femme de l'ombre, mais qui fait de son mieux pour que ces événements soient
à l'heure souhaitée et surtout avec toute la logistique nécessaire. Je précise que ces webinaires, on a d'autres qui sont déjà donc en phase de programmation. Il y a 3 séminaires donc à venir. Je ne voudrais pas me prononcer sur les titres pour que on reste donc dans la même logique que nous avons entrepris dès le départ et jusqu'à ce que l'université, bien sûr, puisse les afficher sur donc ces organes de promotion et de communication. Et je dois dire que tous ces séminaires, qu'ils ont un caractère transversal, donc ils touchent soit à la qualité, à la sécurité, à la sûreté ou à l'environnement, mais toujours avec la mise au centre de la préoccupation, c'est la dimension de la santé qui elle-même, elle incarne justement cette human centricity sur laquelle aujourd'hui on se focalise ensemble. Donc à toi l'honneur du dernier mot et de la clôture, Anne-Marie. Merci à toi Tariq et surtout, pardon, il est là le micro. Merci à vous tous. Et merci Tariq de ton invitation. Je dirais que, en plus, le thème il est tellement superbement choisi que le rassemblement que vous êtes tous et qu'on est tous globalement là maintenant, on est toujours et on est tous continuellement en risque de perte de compétences, en risque d'obsolescence de compétences, mais aussi en chance d'accroître ses compétences et justement par la richesse des profils. Quelqu'un tout à l'heure dans les questions posait la question des profils. Je pense que justement la diversité et la richesse des profils que tu as rassemblés autour de cette table, on a été vraiment ravis là-dessus, elle est aussi illustratrice de ce qu'est ce mouvement de négantropie, de lutter finalement contre le risque d'obsolescence qui est tout à fait important. Et moi, je retiendrai finalement de ce que vous avez dit tous, il y a plusieurs choses. D'abord, c'est l'importance effectivement de la personne et de ce qui est attaché à l'énergie, à l'envie d'apprendre, à l'envie de changer, à l'envie d'évoluer de la personne, hein, et à la fois dans ses compétences techniques et dans l'ensemble. Et puis, l'autre biais aussi qui est les supports, et notamment, alors il y a les supports personnes, typiques, si je peux me permettre, Mariana, ce que vous coordonnez, qui sont vraiment les supports d'aide vraiment personnelle, d'écoute et d'aide personnelle à la personne. Et puis, pardon de revenir moi, à mes obsessions sur les outils d'innovation, mais qui sont aussi des choses absolument essentielles pour nous permettre d'aborder demain. Et je voulais, alors pardon en ce moment d'être complètement centré là-dessus, mais les objets connectés vont absolument révolutionner toutes nos vies. Alors les vies personnelles, on ne parle pas forcément de ça, et globalement quand même, mais on est aujourd'hui face à quelque chose comme entre 27 et 30 milliards d'objets connectés au travers le monde, une bonne partie professionnelle, et tout ça va génère de la data. Donc il faut extraire le bruit pour aller globalement plus loin et pouvoir retourner l'intérêt, à la fois pour l'économie des entreprises et aussi pour les travailleurs au travail, je dirais, sous tout statut, pour globalement pouvoir guider les politiques. Et je pense que les séminaires digitaux, puisque c'est vraiment un séminaire digital, en sont une bonne illustration. Donc je voulais moi vous remercier tous, remercier l'université Mahamatist, remercier, je crois que c'est le centre d'innovation qui porte un nom et numéro, je ne sais globalement plus lequel, et donc qui est aussi bien là. J'ai vu d'ailleurs que vous aviez ouvert par le biais de ce centre, un cycle et une formation ou une licence d'étudiants entrepreneurs. Et on est bien là sur la question des nouvelles compétences, nouveaux autres, et qui dépassent les simples statuts. Merci Tariq, merci à vous tous. Merci et au revoir à vous. Merci, c'est Hicham, donc, en clôture. Merci.